Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé de l'exercice récapitulatif du module sécurité réseau qui concerne les TP1 et 2, donc TP1 qui concerne la configuration des VLAN et le TP2 qui concerne la configuration de la sécurité de base d'un réseau local. Donc l'objectif de cet exercice est de répondre aux 11 questions qui sont présentées ici. Donc au niveau de cet exercice, nous avons une topologie qui est constituée de 5 routeurs, de R1 jusqu'à R5, de 6 commutateurs, de S1 jusqu'à S6 et de 16 équipements terminaux, dont 12 PC, 2 laptops et 2 imprimantes. Nous avons aussi des informations concernant la topologie en question. Donc on est censé avoir des VLAN. Donc on a le VLAN 10 qui représente le VLAN natif. Nous avons le VLAN 99 qui représente un VLAN trou noir, c'est-à-dire qu'il contient toutes les interfaces des commutateurs qui ne sont pas utilisées, qui sont inactives. Nous avons aussi 3 VLAN de données. Donc nous avons un VLAN 100, 2 et 3. Donc chaque VLAN a un nom. Donc on a le VLAN de gestion qui est présent au niveau du réseau qui est relié au routeur 5. Nous avons aussi VLAN 2 et 3, donc c'est VLAN SSI groupe 1 et SSI groupe 2. Nous avons aussi des informations concernant les équipements terminaux, donc quel équipement appartient à quel VLAN. Donc pour les PC 10, 11 et 12 qui sont là, ils appartiennent au VLAN 100. VLAN 2 contient les PC 1, 3, 5, 7 et 9. Et VLAN 3 contient les PC 2, 4, 6 et 8. Nous avons aussi comme information concernant les commutateurs. Donc nous avons le commutateur S1 qui représente le serveur VTP. Les autres commutateurs sont considérés comme étant des clients VTP. Alors le serveur VTP, c'est un commutateur qui va propager tout le fichier qui contient les informations concernant les différents VLAN qui ont été créés au niveau du commutateur serveur. Donc dès qu'on crée des VLAN au niveau du commutateur serveur et qu'on configure le reste comme étant des commutateurs clients, ils vont tous recevoir les informations concernant les VLAN en question qui ont été créés au niveau du serveur et donc pas la peine de les créer au niveau des VLAN clients. Nous avons aussi comme information les réseaux interrouteurs à utiliser. Donc entre le réseau R1 et R2, on utilise le réseau 12.0/30. Entre le routeur R1 et R5, on utilise le réseau 15.0/30, etc. Donc nous avons les informations concernant les réseaux qui séparent les différents routeurs. Nous avons aussi les adresses à utiliser au niveau des VLAN de données. Pour le VLAN 2, ça sera l'adresse 3.0/24. Pour le VLAN 3, ça sera 2.0/24. Et pour le VLAN 100, ça sera 10.0/24. Donc, voici les informations qu'on a à propos de la topologie en question. Première question, configurer les PC. Alors, configurer les PC revient à donner à chaque PC une configuration réseau, une adresse IP, un masque et une passerelle. Donc nous allons commencer par ça. On va commencer par le PC numéro 1. Avant de commencer, il faut d'abord voir à quel VLAN appartient le PC 1. On sait que le VLAN 2 va contenir les PC 1, 3, 5, 7 et 9, donc les PC avec des nombres impairs. Donc il aura une adresse IP de ce réseau-là, donc le 3.0. On va débuter la configuration. Donc c'est 192.168.3.1 par exemple. Le masque c'est /24 et la passerelle, on va opter pour une passerelle .10. On passe maintenant au PC numéro 3. Donc on va finir les PC qui appartiennent au VLAN 2. Donc ça sera l'adresse 3.2 avec la même passerelle bien sûr. On passe au PC numéro 5. Même chose, donc ça sera l'adresse 3.3. Voilà. On passe maintenant au PC numéro 5. Au PC numéro 7. Puis le 9. Comme ça on aura terminé avec les PC qui appartiennent au VLAN numéro 2. Donc ça sera .4. Et le dernier PC qui est le PC 9, 3.5, avec toujours la passerelle 3.10.
On passe maintenant au PC 2, 4, 6 et 8 qui appartiennent au VLAN 3. Et on sait que VLAN 3, pour le VLAN 3, donc on a l'adresse 2.0/24. Donc même chose. Donc 2.1 et une passerelle avec l'adresse 2.10. On passe au PC numéro 4. 2.2 avec la même passerelle. On va reparler plus tard concernant l'adresse présente au niveau de la passerelle. Je vais juste évoquer une remarque. Alors 2.10 et le PC numéro 8 ça sera 2.4. donc on peut faire aussi comme on veut, hein. L'essentiel c'est de donner des adresses qui appartiennent à la plage en question. On a terminé avec la configuration des PC de 1 jusqu'à 9. On configure maintenant les PC 10 à 12. Donc 10 à 12 ce sont des PC qui appartiennent au VLAN numéro 100. Donc ils auront pour adresse une des adresses du réseau 10.0. Donc ici ça sera 10.1 avec une passerelle 10.10, 10.2 pour PC 11, même passerelle, et 10.3 pour le PC numéro 12. Voilà. Alors, on a terminé la configuration des PC. On a attribué une adresse IP, un masque et une passerelle. On passe maintenant à la deuxième question qui consiste à configurer les interfaces des routeurs de R1 jusqu'à R5. Donc, configurer les interfaces revient à faire attention, si on veut, aux différents réseaux auxquels les interfaces de ces routeurs appartiennent. Donc, on commence par le R1. Alors, le R1, il est relié au R2 et au R5. Donc, on va utiliser les adresses qui sont attribuées pour ces réseaux. Ici, donc R1, R2 et R1, R5. Donc, on va d'abord voir quelle est l'interface en question. Donc, celle-là, c'est la serial 2/0. Donc, on va en mode utilisateur privilégié, mode configuration du terminal, mode de configuration de l'interface 2/0. Et on attribue l'adresse IP en question. Donc IP adresse. Alors on est au niveau de R1, R2. Pour R1, R2, c'est l'adresse 12.0/30. Donc ça sera 192.168.12.1 avec un masque /30. Donc 255.255.255.252. Et on allume bien évidemment l'interface via la commande no shutdown. Voilà. On quitte le mode de configuration de cette interface là et on passe à la configuration de la deuxième interface qui est l'interface Fast Ethernet 0/0 et qui appartient au réseau R1 R5. Pour R1 R5 on aura comme adresse 15.0/30. donc on passe en mode de configuration de l'interface Fast Ethernet 0/0. donc IP adresse 192.168.1.15 .1 avec le même masque .30, .252 et on allume bien sûr l'interface. Voilà, c'est bon. Donc on a configuré les interfaces propres au routeur R1. On passe maintenant au routeur R2. Alors le routeur R2 il possède 4 interfaces. Chaque interface appartient à un réseau proprement dit. Donc l'interface serial 2/0 appartient au réseau R1, R2. L'interface Fast Ethernet 0/0 appartient au réseau R2, R4. L'interface serial 3/0 appartient au réseau R2, R3. Donc on a les informations ici. L'interface Fast Ethernet 1/0 appartient à ce réseau-là. Donc au niveau de ce réseau-là, on a des VLAN qui sont configurés. Quand on a des VLAN qui sont configurés, donc une des interfaces au niveau du réseau va appartenir, va faire si on veut, le travail du routage inter-VLAN. Donc si on lit toutes les questions qui ont été posées au niveau de l'exercice, on remarque que dans la question numéro 5, on demande la configuration du routage inter-VLAN au niveau du routeur R2.
Et plus précisément, ça va être demandé au niveau de cette interface-là. On va configurer le routage inter-VLAN. Configurer le routage inter-VLAN revient à activer l'interface physique en question et puis ensuite créer des sous-interfaces et attribuer et créer une sous-interface pour chaque VLAN. Donc ici par exemple on a VLAN 2 et VLAN 3, on va créer deux sous-interfaces. Donc à ce stade-là de la configuration au niveau de la question numéro 2, on aura juste à activer l'interface Fast Ethernet 1/0. Donc on commence la configuration. On va en mode utilisateur privilégié, configuration du terminal. Voilà, maintenant on va configurer interface par interface. On commence par l'interface serial 2/0 qui appartient au réseau R1, R2. Donc comme l'interface R1 serial 2/0 de R1 appartient au même réseau. Donc interface serial 2/0. On lui attribue une adresse IP du réseau R1, R2. On a attribué l'adresse 12.1 à l'interface du routeur R1. Maintenant, on va attribuer l'adresse 12.2. Donc 192, et donc pardon, IP adresse 192.168.12.2 avec le masque /30. Voilà, et on allume l'interface. Vous remarquez que c'est maintenant allumé entre R1 et R2. On configure ensuite l'interface Fast Ethernet 0/0. Donc, on accède au mode de configuration de cette interface. Interface Fast Ethernet 0/0. Cette interface-là appartient au réseau R2, R4. Donc, elle aura pour adresse une des adresses du réseau 24.0/30. Donc, IP adresse 192.168.24.1 avec un masque /30. Voilà. Et on allume cette interface via la commande no shutdown. On passe maintenant à l'interface serial 3/0 qui appartient au réseau R2, R3. Donc elle aura pour adresse 23.1. Donc interface Fast Ethernet 1/0. Pardon, serial 3/0, 3/0, IP adresse 192.168. Donc comme j'ai dit, elle appartient au réseau R2, R3. Donc 23.1, toujours le même masque, et no shutdown. On configure maintenant l'interface Fast Ethernet 1/0. Donc comme j'ai dit, c'est une interface à laquelle on ne peut pas attribuer une adresse IP. Pourquoi? Parce que ça va être l'interface qui va servir au routage inter-VLAN. Et une interface qui sert au routage inter-VLAN, c'est une interface qu'on active physiquement. Mais juste après, via cette interface, on va créer des sous-interfaces auxquelles on va attribuer chaque sous-interface pour chaque VLAN de données présent au niveau du réseau. Et donc, on va attribuer les adresses IP aux sous-interfaces et non pas à l'interface physique principale. Donc, on accède à l'interface Fast Ethernet 1/0 et on met juste un no shutdown. On reviendra par la suite à la configuration de cette interface au niveau de la question numéro 5. Voilà, maintenant on a terminé la configuration du routeur R2, on passe au routeur R3. Toujours les mêmes étapes. On va configurer les interfaces 3/0 et serial 3/0 et l'interface Fast Ethernet 0/0 de R3. On commence par l'interface série 3/0. 3/0. L'interface 3/0 appartient au réseau R2, R3. On a déjà configuré l'interface de R2, donc il aura pour adresse IP la deuxième adresse. Donc IP adresse 192.168. On va voir quelle est l'adresse du réseau R2, R3. Donc c'est 23. 23.2 parce qu'on a utilisé la une au niveau du routeur R2. Toujours le même masque. Et on active l'interface. L'interface Fast Ethernet 0/0. Alors cette interface là, elle est présente au niveau du réseau. Alors
au niveau de ce réseau-là, on a des VLAN qui sont configurés. C'est pour ça qu'en bloc, si on veut, au niveau de la configuration de cette interface. Donc là, on peut se poser la question. Quelle sera l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 0/0? Est-ce qu'elle va appartenir au VLAN 2? Est-ce qu'elle va appartenir au VLAN 3? Est-ce qu'elle aussi, elle va être découpée pour faire le routage inter-VLAN? Donc, je vais vous répondre à cette question. Alors, on peut configurer l'interface Fast Ethernet 0/0 et faire en sorte qu'elle appartienne au VLAN 2. Donc, c'est correct. On peut faire en sorte qu'elle appartienne au VLAN 3, c'est aussi correct. Et on peut faire en sorte qu'elle fasse le routage inter-VLAN. Ça veut dire qu'on active l'interface Fast Ethernet 0/0 et puis on découpe cette interface en deux sous-interfaces, etc. Le problème qui va se poser, c'est que on aura deux adresses, deux interfaces au niveau du réseau, c'est-à-dire celle de R2 et celle de R3 qui vont faire le routage inter-VLAN. Sauf qu'il y aura une seule qui sera utilisée. Pourquoi? Parce que au niveau des PC, on configure les passerelles par défaut au niveau des différents PC. La passerelle par défaut, ça sera l'adresse IP qu'utilisera le PC s'il voudra joindre un autre VLAN. Si par exemple j'ai mis par exemple ici 2.10 et 3.10, et au niveau de R2 je vais configurer les sous-interfaces comme étant ayant les adresses 2.10 et 3.10, cela va impliquer que tous les PC qui sont de différents VLAN et voudront communiquer, ils vont tous passer par cette interface-là. Et ici, si je configure un routage inter-VLAN et je propose par exemple les adresses 2.20, 3.20, veut dire que je ne vais jamais les utiliser. Pour pouvoir les utiliser, il faudra changer les passerelles au niveau des PC. Ou bien faire en sorte qu'il y ait la moitié qui utilise la passerelle R2 et il y aurait l'autre moitié qui utilise la passerelle de R3. Donc là, c'est discutable. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc, faire en sorte que que l'interface Fast Ethernet 0/0 de R3 appartienne soit à un VLAN 2 ou bien 3, parce qu'il y a uniquement ces deux VLAN qui sont présents au niveau du réseau. Donc c'est illogique par exemple de configurer R3 Fast Ethernet 0/0 de R3 comme étant une interface qui appartient par exemple au VLAN 100. Pourquoi? Parce que VLAN 100 contient les PC 10, 11 et 12 qui sont ici, donc ils sont loin. Alors, donc faire en sorte que R3 Fast Ethernet 0/0 de R3 appartienne au VLAN 2, au VLAN 3 ou bien qu'elle fasse elle aussi du routage inter-VLAN. Donc ça, c'est comme on veut. C'est-à-dire que les trois solutions, elles sont correctes. Donc tout dépend ce qu'on demande au niveau de l'exercice. Puisqu'on n'a pas précisé ce que devra faire l'interface Fast Ethernet 0/0 de R3, on va faire en sorte qu'elle appartienne par exemple au VLAN numéro 3. Donc on accède à l'interface 0/0 et on fera en sorte qu'elle appartienne au VLAN 3. Donc VLAN 3, c'est le réseau 2.0. Donc 192.168, pardon, toujours j'oublie ça, IP adresse 192.168. Par exemple 3.100. Donc on ne met pas 3.10, pourquoi? Parce que 3.10 elle va être configurée au niveau de la sous-interface de la Fast Ethernet 1/0 de R2. Et on utilise le masque du réseau /24. Voilà. Et on met un no shutdown. Donc configurer Fast Ethernet 0/0 de R3 qui appartient au VLAN numéro 2 va impliquer par la suite que l'interface 0/2 du commutateur S1 sera une interface qui sera configurée en mode accès. Donc on reviendra par la suite à la configuration des interfaces des commutateurs. Là, on a terminé la configuration du routeur R3. On passe maintenant au routeur R4. R4 est relié au routeur R2 et R5. Donc, c'est facile. Il faut juste utiliser les informations qu'on a concernant ces réseaux-là. Donc, R4, la Fast Ethernet 0/0 de R4 va appartenir au réseau R2, R4. Et la Serial 2/0 de R4 va appartenir au réseau R4, R5. On accède à l'interface. Donc Fast Ethernet 0/0 qui appartient au réseau R2, R4 et donc c'est le réseau 24.0/30.
Donc 192.168.24.1 avec un masque /30 et on allume l'interface. Alors là, j'ai oublié, on a utilisé la 24.1 au niveau du routeur R2. Donc il faut juste utiliser la deuxième interface. Donc c'est la deuxième adresse du réseau /30. Donc ça sera 24.2. Voilà. Donc dès qu'on utilise la même adresse au niveau d'un réseau local, on nous prévient qu'il y a une adresse qui a déjà été utilisée. Donc une des caractéristiques des adresses IP, c'est qu'elles sont uniques au niveau d'un réseau local. On passe maintenant à l'interface série. Interface serial 2/0. Elle appartient au réseau R4, R5. Donc c'est le réseau 45.0/30. IP adresse 192.168.45.1 avec le masque /30. Donc 3 fois 255.252. Et on allume l'interface. C'est bon, on a terminé la configuration du R4. Donc ça s'allume pas parce qu'on n'a pas encore configuré l'interface au niveau de R5. On passe maintenant à la configuration du routeur R5, donc le dernier. On va voir qu'est-ce qu'il faut configurer au juste. Donc on a l'interface 0, Fast Ethernet 0/0, Fast Ethernet 1/0 et l'interface série 2/0. Alors, la Fast Ethernet 0/0 appartient au réseau R1, R5, donc 15.0/30. La Fast Ethernet 1/0 appartient au réseau 10.0/24. Donc pourquoi? Parce que on a dit que tous les PC au niveau qui sont reliés au commutateur S6, qui sont le 10, le 11 et le 12, appartiennent au VLAN 100. Et donc forcément, il y aura, et puisqu'on a un seul VLAN, donc c'est ça ce qu'il fallait remarquer, donc puisqu'on a un seul VLAN qui est présent au niveau d'un réseau local, physiquement parlant, ça c'est un réseau local physique, donc puisqu'on a un seul réseau local virtuel à configurer, donc cela va impliquer que l'interface qui est reliée à ce réseau au niveau de R5, elle va aussi appartenir à ce même VLAN. Si on avait deux VLAN qui étaient configurés, là on aurait configuré la Fast Ethernet 1/0 de R5 comme étant une interface qui va servir au routage inter-VLAN. Donc elle va appartenir au réseau 10.0/24. On commence la configuration. On commence par la Fast Ethernet 0/0. Donc comme j'ai dit, elle appartient au réseau R1, R5. Donc c'est le réseau 15.0. Donc IP adresse 192.168.15.2. Pourquoi .2? Parce qu'on a configuré la 15.1 au niveau du routeur R1 précédemment. Avec toujours le même masque. Et on allume l'interface. On configure ensuite l'interface série. Interface serial 2/0. L'interface de série 2/0 appartient au réseau R4, R5. Donc elle aura une adresse du réseau 45.0/30. Elle aura l'adresse 45.2 parce qu'on a utilisé la 45.1 au niveau du routeur R4. Donc, IP adresse 192.168.45.2 avec toujours le même masque /30. Et on allume l'interface. On configure maintenant la dernière interface qui est la Fast Ethernet 1/0. Comme j'ai dit, cette interface là appartient au VLAN 100 parce qu'il y a uniquement un seul VLAN qui est configuré au niveau de ce réseau local. Alors c'est la commande IP adresse 192.168.10.10 avec un masque /24 et on allume l'interface. Donc j'ai utilisé la 10.10 qui est aussi la passerelle des PC 10, 11 et 12. Donc il fallait faire en sorte que ça soit
configurée ainsi. Donc la passerelle pour les PC 10, 11 et 12 doit être celle-là, qui est la 10.10. Donc là, on a terminé la configuration des interfaces des routeurs de R1 jusqu'à R5. On remarque que tout est allumé. Toutes les interfaces des routeurs sont allumées, donc tout est configuré. Maintenant, on va passer à la troisième question qui consiste à créer les VLAN 2, 3, 10, 99 et 100. Avant cela, on a comme remarque que le commutateur S1 est configuré comme étant un serveur VTP. Serveur VTP veut dire que la création des VLAN se fera uniquement au niveau de S1, pas la peine de le faire au niveau de S2, S3, S4 et S5. Pourquoi? Parce que ce sont des clients VTP et donc ils vont recevoir la configuration de par le commutateur S1. Donc on va configurer d'abord S1 comme étant un serveur VTP et les autres comme étant des clients VTP. Alors, on passe en mode utilisateur privilégié, en mode de configuration du terminal. Maintenant, pour configurer un commutateur en mode serveur, donc c'est via la commande VTP mode serveur. Après, il faut configurer un nom de domaine et un mot de passe. Alors, on va opter pour un domaine, donc c'est via la commande VTP domain. Donc, on va opter pour ssi.dz et un mot de passe. Donc, VTP password. On va opter par exemple pour SSI 2021. Voilà. Donc là, on a configuré S1 comme étant un serveur VTP. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de configurer les autres comme étant des clients. La condition pour qu'il y ait une communication entre les serveurs VTP et les clients VTP, c'est qu'ils doivent partager le même nom de domaine ainsi que le même mot de passe. Et la différence va être uniquement au niveau de cette ligne de commande qui est VTP mode client. Donc on va faire la même chose au niveau de S2, S3, S4 et S5. Donc enable, configure terminal et les mêmes commandes. Donc VTP mode client. Puis VTP domain ssi.dz et puis VTP password SSI 2021. Voilà. On passe maintenant au commutateur S3. Même chose. Enable, configure terminal, VTP mode client, VTP domain ssi.dz, VTP password SSI 2021. Il faut juste aussi faire une petite remarque, c'est que la configuration VTP n'est pas présente au niveau du fichier de configuration. Donc si on met un show running config, vous voyez qu'on ne peut pas voir la configuration VTP. La configuration VTP, c'est via la commande show VTP status. Donc là, on a toutes les informations concernant la configuration VTP. Donc si c'est un client, si c'est un serveur, le nom de domaine aussi. Voilà. On passe maintenant au commutateur S4. Même chose. Enable. Configure terminal. VTP mode client. Donc par défaut, le mode il est serveur. Donc par défaut, tous les commutateurs sont configurés comme étant des serveurs VTP, sauf qu'il n'y a ni mot de passe, ni nom de domaine. Donc par défaut, c'est nul. VTP domain ssi.dz. Regardez, change in VTP domain name from null to ssi.dz. Donc par défaut, il n'y avait pas un nom de domaine. Et VTP password SSI 2021. Et on passe au dernier commutateur qui est le S5. Enable, configure terminal, VTP mode client, VTP domain ssi.dz et VTP password SSI 2021. Voilà.
On a terminé la configuration de tout ce qui est client VTP, serveur VTP, etc. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de créer les VLAN au niveau de S1. Sauf qu'il y a une petite remarque, c'est que pour que la communication s'efface entre les différents commutateurs, il faut configurer les interfaces qui relient les commutateurs en mode agrégé. Si on ne le fait pas, même si on va configurer les VLAN au niveau de S1, il n'y aura pas cette propagation de configuration des VLAN. C'est-à-dire qu'on va pas avoir la configuration au niveau de S2, S3, S4 et S5. Donc l'idée c'est quoi? C'est de d'abord configurer les interfaces qui relient les différents commutateurs en mode agrégé. Donc c'était supposé être une commande à insérer au niveau de la question 4. Pourquoi? Parce on nous demande de configurer les ports des commutateurs de S1 jusqu'à S6. Mais bon, on va d'abord faire ça pour qu'il y ait cette propagation de configuration de VLAN. Sinon, on aurait à configurer et à créer les VLAN au niveau de tous les commutateurs. Donc on configure cela. Donc on commence par S1. Donc il faut configurer l'interface 0/1. Donc on accède à cette interface-là. 0/1 et on met la commande switch port mode trunk. Voilà. Donc aussi on peut juste la configurer au niveau d'un seul lien. Regardez, même ici c'est orange. Donc si on regarde par exemple ce qui se passe au niveau de S2, si on va par exemple dans le mode graphique, la face Ethernet 0/1 devrait être configurée en mode agrégé aussi. Regardez. Voilà, elle est en mode trunk. Donc le faire au niveau de face Ethernet 0/1, c'est comme si on l'a fait aussi au niveau de S2. Donc l'idée c'est de configurer uniquement un lien. Si on avait configuré la face Ethernet 0/1 de S2, pas la peine de configurer l'interface 0/1 de S1, etc. On configure aussi le lien agrégé entre S2 et S3. On va le faire par exemple au niveau de S3. Donc on va configurer l'interface face Ethernet 0/4. On passe d'abord au mode de configuration du terminal. Interface face Ethernet 0/4. Et on met la commande switch port mode trunk. Voilà. On accélère un peu pour que ça redevienne vert. Et si on accède à l'interface face Ethernet 0/4 de S2, on remarque que c'est configuré en mode trunk aussi. On fait la même chose. Donc on fait uniquement ce qu'il faut. On ne configure pas tous les ports. Pourquoi? Parce que ça va concerner la question numéro 4, l'exercice. On va configurer aussi le port face Ethernet 0/5. On peut continuer au niveau de S3, pas de problème. Donc interface face Ethernet 0/5. Et on met la commande switch port mode trunk. Ou sinon on aurait pu faire comme ceci. Donc interface range face Ethernet 0/ et on va de 4 jusqu'à 5. Donc quand on met cette commande là, on va faire la configuration aussi bien de l'interface 0/4 et de 0/5. Donc là on a première interface tirée du 6 et puis la dernière interface. Si on avait 2, 7, veut dire qu'on va configurer l'interface 2, 3, 4, 5, 6 et 7, etc. Donc pour ne pas répéter la même commande, on aurait pu utiliser aussi cette commande au lieu de faire interface face Ethernet 0/4, puis interface face Ethernet 0/5. Voilà. Maintenant, on a configuré ce lien. Ce lien, il reste le lien entre R4 et R5. Donc le lien qui relie R4 et R5, donc on est au niveau de... Attendez. On est au niveau de S4. Donc ce sera l'interface face Ethernet 0/2. Donc interface face Ethernet 0/2, switch port mode trunk. Voilà. Là, on a configuré les liens qui séparent les différents commutateurs en mode agrégé pour qu'il puisse y avoir cette distribution de configuration, pour qu'il puisse y avoir aussi cet échange de messages VTP. On va maintenant créer les VLAN au niveau du commutateur S1. Donc les VLAN à créer sont les VLAN 10, 99, 2 et 3 au niveau de S1.
on ne va pas créer le VLAN 100. Pourquoi? Parce que le VLAN 100, il est présent au niveau d'un autre réseau local physique. C'est-à-dire que les PC qui appartiennent au VLAN 100, ils sont distants de manière physique par rapport aux PC qui appartiennent au VLAN 2 et 3. De base, même la propagation VTP ne pourra pas se faire au niveau de S6. C'est pour ça que je n'ai pas configuré S6 comme étant un client VTP, parce qu'il ne recevra jamais cette propagation VTP. Donc VTP, on le configure toujours au niveau d'un réseau local physique, à part entière. Donc comme ici. Donc le réseau physique, c'est ça. Donc c'est tous les PC qui appartiennent à cette partie-là. Donc il y a R3 et R2 comme étant des routeurs de périphérie. Donc là, on a un réseau local physique qu'on a subdivisé en deux réseaux locaux logiques. Et là, on a carrément un réseau local physique. Et on a aussi un réseau local logique qui est configuré, qui est le VLAN 100. Donc au niveau de S1, on n'a pas à configurer le VLAN 100. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun PC au niveau du réseau local physique qui appartient au VLAN 100. Donc on va configurer ces VLAN là. Donc 2, 3, 10 et 99. Voilà. Donc c'est via la commande VLAN et l'idée du VLAN. Donc on va mettre VLAN 2. Et là on rentre en mode de configuration du VLAN pour donner un nom au VLAN. Donc via la commande name. Pour le VLAN 2, le nom ça sera SSI G1. Du 6 G1. C'est bon. On met exit et on refait les mêmes étapes pour créer les VLAN 3, 10 et 99. Donc ça sera VLAN 3, name. Donc même chose, SSI G2. Maintenant VLAN 10, qu'est-ce qui va faire, qui va jouer le rôle du VLAN natif. On reviendra par la suite. Name, on peut le nommer comme ça, natif. Voilà. Et le dernier qui est le VLAN 99. Name, on va le nommer trou noir. Trou noir. Voilà, là on a créé tous les VLAN au niveau du commutateur S1. Donc forcément, tous les VLAN ont été propagés. On va juste faire voir que les VLAN ont réellement été configurés. Donc c'est via la commande show VLAN. Regardez, on a déjà les VLAN qui sont créés par défaut. Donc c'est toujours le 1 et de 1002 jusqu'à 1005. Et on a aussi nos VLAN 2, 3, 10 et 99 avec leurs noms respectifs. Donc forcément, ces VLAN là devraient être présents au niveau des autres commutateurs. On va faire le test au niveau de S2. Donc on va le faire via la commande show VLAN. Donc c'est show VLAN. Et regardez, on a le VLAN 2, 3, 10 et 99 qui sont aussi créés au niveau de S2. Et cela se fait grâce à la configuration du protocole VTP. Voilà. On a créé les VLAN, on a propagé la configuration des VLAN au niveau des clients. Maintenant, on passe à la question numéro 4 qui consiste en la configuration des différents ports des commutateurs de S1 jusqu'à S6. Configurer un port d'un commutateur revient à le configurer soit comme un port en mode accès, donc c'est un port qui va appartenir à un VLAN donné, soit en mode agrégé. Mode agrégé, c'est tous les ports qui n'appartiennent pas à un VLAN, mais qui vont faire en sorte de véhiculer les messages entre les différents commutateurs pour les différents VLAN. Donc on commence par S1, donc déjà il faut étudier ce qu'il faut faire. Donc on a l'interface Fast Ethernet 0/1, 0/2 et 0/3. Donc la 0/2, c'est l'interface qui est reliée à R3. Si on se rappelle bien, donc l'interface Fast Ethernet 0/0 de R3, elle appartient au VLAN numéro 2. Pourquoi? Parce qu'elle a comme adresse 3.100/24. Donc elle appartient au VLAN 2. Puisqu'elle appartient au VLAN 2, donc Fast Ethernet 0/2 devra être configurée comme étant une interface en mode accès et elle doit appartenir au VLAN 2. Pour le PC1, ça sera aussi une interface en mode accès et elle va appartenir au VLAN aussi au VLAN numéro 2. Pourquoi? Parce que PC1 appartient au VLAN numéro 2. Quant à l'interface 0/1, c'est une interface qui est reliée à un autre commutateur et donc elle devrait être configurée comme étant
une interface en mode agrégé. Et c'est ce qui a déjà été fait pour qu'il puisse y avoir cette propagation de messages VTP. On va commencer cette configuration. Donc, l'idée, c'est d'accéder aux différentes interfaces qu'on veut configurer. Configure terminal déjà. Interface, fast Ethernet 0/2. 0/2, comme j'ai dit, elle appartient, elle est reliée à R3 via la fast Ethernet 0/02 R3. Et donc, cette interface-là possède comme adresse 3.100. Et l'adresse 3.100 fait partie du réseau 3.0/24. Et donc, elle appartient au VLAN numéro 2. Donc, ça sera switch port mode. Là, on met pas trunk, mais on met en mode access. Et après, on met à quel VLAN appartient cette interface. Switch port, access, VLAN 2. Voilà. Donc, elle bascule en orange. C'est tout à fait normal. Parce que par défaut, elle était en mode accès et elle appartenait au VLAN 1. Donc, tous les ports de tous les commutateurs, si on ne les configure pas, ils appartiennent au VLAN 1. Même chose pour l'interface 0/3. Elle est reliée au PC numéro 1 et PC1 appartient à VLAN 2. Donc on aurait pu faire la configuration de l'interface 0/2 et de l'interface 0/3 en même temps via la commande interface range. Ça, c'est pas grave. Donc interface fast Ethernet 0/3. Switch port mode access, switch port access VLAN 2. Voilà. Pour la 0/1, elle a déjà été configurée comme étant un port agrégé. On a terminé avec S1, on passe maintenant au commutateur S2. Alors, S2, il possède 4 interfaces. Donc, il possède la 0/1. Pas la peine aussi de la configurer, elle a été configurée en mode trunk. La 0/4 aussi, parce qu'elle est reliée à S3. La fast Ethernet 0/2 est reliée au PC2 et la 0/3 appartient à PC3. Donc les deux appartiennent à différents VLAN. Donc pour PC3, il appartient à VLAN 2 et PC2, il appartient à VLAN 3. Donc on commence la configuration. On va commencer par l'interface 0/2. Donc switch port mode access, switch port access VLAN. Donc la 0/2 est reliée au PC2 et PC2 appartient au VLAN numéro 3. On configure maintenant l'interface 0/3. Switch port mode access, switch port access VLAN 2. PC3 appartient au VLAN numéro 2. Voilà. Les ports 0/1 et 0/4 ont déjà été configurés comme étant des ports agrégés. On passe maintenant au commutateur S3. Donc S3, il possède 5 interfaces actives. Donc la 0/1 est reliée à R2. Donc R2, puisque R2 va servir et va faire le routage inter-VLAN, donc forcément la face Ethernet 0/1 devra être configurée en mode trunk. Pour la 0/5, elle a déjà été configurée en mode trunk parce qu'elle est reliée au commutateur S4. Pour l'interface 0/4 aussi, elle est reliée à S2, donc elle a déjà été configurée en port agrégé. Et la 0/2 et 0/3 doivent être configurés comme étant des ports en mode accès. Et pour 0/2, puisqu'elle est reliée à PC5, donc elle va appartenir au VLAN 2. Et 0/3, puisqu'elle est reliée à PC4, elle devra donc appartenir au VLAN numéro 3. Donc on commence par la 0/1 déjà. 0/1. Et elle devra être configurée comme étant un port agrégé. Pourquoi? Parce que elle est reliée à l'interface de R2 qui est responsable du routage inter-VLAN. Donc switch port, mode, trunk. Voilà, c'est tout. On passe maintenant à l'interface 0/2. Switch port mode access, switch port access VLAN. Donc, puisque 0/2 est relié à PC5, donc elle va appartenir au VLAN numéro 2.
Voilà. On passe maintenant à l'interface numéro 3. 0/3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 3. VLAN 3 parce que PC4 appartient au VLAN numéro 3. Voilà. Pour l'interface 0/4 et 0/5, elles ont toutes les deux déjà été configurées en mode agrégé. On passe maintenant au commutateur S4. Donc S4, il possède 4 interfaces actives. Donc il a l'interface 0/2 qui est reliée à S5. Elle a déjà été configurée en mode agrégé. La 0/5 aussi a déjà été configurée en mode agrégé parce qu'elle est reliée à S3. Il nous reste donc juste à configurer l'interface 0/3 et l'interface 0/4. Donc 0/3 est reliée à PC7, donc elle appartient au VLAN 2. 0/4 appartient au PC6 et donc elle est reliée au PC6, donc elle appartient au VLAN numéro 3. Donc on configure l'interface 3 et 4. Voilà. Enable, configure terminal, interface Fast Ethernet 0/3, switch port mode access, switch port access VLAN, donc PC7, donc ça sera le VLAN numéro 2. Exit. Maintenant on accède à l'interface numéro 4, interface Fast Ethernet 0/4, switch port mode access, switch port access VLAN, PC6, donc PC6 appartient au VLAN numéro 3. Voilà, exit. Les autres, elles ont déjà été configurées en mode agrégé. On passe maintenant au commutateur S5. Donc S5 possède 3 interfaces actives, donc la 0/1, 0/2 et 0/3. La 0/1 est reliée au commutateur S4, elle a déjà été configurée en mode agrégé. Il nous reste juste donc à configurer l'interface 0/2 et 0/3. 0/2 est relié à PC8, veut dire que 0/2 sera configuré comme étant une interface en mode accès et qui va appartenir au VLAN numéro 3. La 0/3 est reliée au PC9 et donc elle va appartenir au VLAN numéro 2. On commence par la 0/2. Configure terminal, interface Fast Ethernet 0/2. Ça sera une interface en mode accès, donc switch port mode access, switch port access. Maintenant on précise le VLAN auquel elle devra appartenir. On est au niveau de la 0/2 qui est reliée à PC8 et donc elle devra appartenir au VLAN numéro 3. Exit. On fait la même chose pour l'interface 0/3. Interface Fast Ethernet 0/3. Switch port mode access, switch port access VLAN. Normalement c'est le 2. Le 2 parce que PC9 appartient au VLAN numéro 2. Voilà. On a terminé la configuration des interfaces des différents commutateurs au niveau de ce réseau local. On passe maintenant à S6. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de S6? On a PC10, PC11 et PC12 qui sont reliés respectivement aux interfaces 0/3, 0/5 et 0/6. Et on a l'interface 0/1 qui est reliée à l'interface Fast Ethernet 1/0 de R5. Du moment qu'on a un seul VLAN au niveau de cette topologie, donc on aura ces 4 interfaces là qui devraient appartenir au réseau au VLAN 100, pardon. Donc ça sera toutes des interfaces qui seront configurées comme des interfaces en mode accès qui vont appartenir au VLAN 100. Si on regarde la question 9, on va voir qu'on va utiliser l'interface 0/2 et 0/4 pour configurer la sécurité des ports. 0/2 et 0/4 doivent aussi appartenir au VLAN numéro 100. Donc ce qu'on devra configurer comme étant des interfaces en mode accès qui appartiennent au VLAN 100 seront les interfaces 0/1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc de 1 jusqu'à 6. Puisqu'on a un nombre on a un intervalle de nombre qui est continu, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas une coupure au milieu, donc on peut utiliser la commande range.
enable configure terminal et on va utiliser cette commande là, interface range fast ethernet 0 / donc de 1 jusqu'à 6 pour configurer l'interface 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça sera des interfaces qui seront configurées en mode access et qui vont appartenir au VLAN numéro 100. Voilà. Voilà, là on a oublié de créer le VLAN 100 au niveau de S6, donc il a été créé par défaut. On peut par exemple revenir en arrière. Donc là, ce qu'il fallait aussi faire, c'est configurer les différents VLAN qui sont présents au niveau de S6. Pourquoi? Parce que S6 n'est pas un client VTP, il ne va pas recevoir la configuration des différents commutateurs. Donc au niveau de S6, on devra configurer le VLAN 100 et le VLAN trou noir. Donc on va les créer. Donc VLAN 100 a déjà été créé. On va juste lui donner un nom. Ce sera VLAN gestion exit. Et pour le VLAN 99, ce sera le VLAN trou noir. Trou noir. Voilà. Maintenant, on va utiliser ce fameux VLAN trou noir. VLAN trou noir, qui est le VLAN 99, il va servir ce sera un VLAN de données. Ce sera un VLAN qui va contenir toutes les interfaces de tous les commutateurs qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas actifs, et ça sera aussi un VLAN. Au niveau de ces VLAN, toutes ces interfaces-là vont être désactivées. Pourquoi on utilise ce VLAN trou noir? Donc déjà, quand on a une topologie comme au niveau de cet exercice, S2, tous les différents commutateurs, ils utilisent uniquement certaines interfaces. Les autres, par exemple, ne sont pas utilisées. Si on a par exemple un intrus au niveau du réseau qui essaie de se brancher à un des commutateurs, donc si au niveau de S3 on veut se brancher au niveau de l'interface 0/10 par exemple, l'attaquant en question il pourra se brancher. Mais si on fait en sorte de configurer toutes les interfaces qui ne sont pas utilisées au niveau de ce trou noir, veut dire que quand il va se brancher, il va se trouver au niveau du VLAN 99. Et s'il se trouve au niveau d'un VLAN différent des autres, des autres interfaces actives, veut dire qu'il ne pourra pas communiquer avec eux. Il ne pourra pas communiquer avec eux parce que au niveau déjà du routage inter-VLAN, on ne va pas configurer ce VLAN, donc on ne va pas lui attribuer une sous-interface. Veut dire qu'on ne va pas créer, si on veut, une communication entre les VLAN actifs et le VLAN trou noir. Déjà, il aura ce problème-là, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas communiquer avec les autres. Et la particularité aussi de ce VLAN, c'est que toutes ces interfaces, elles sont éteintes. Donc on va faire en sorte d'éteindre toutes les interfaces qui sont inactives et on va faire en sorte qu'elles appartiennent toutes à un VLAN différent de 2 et 3, etc. Donc tous les VLAN qu'on est en train d'utiliser au niveau de la topologie. On a opté pour le VLAN 99. Donc on revient au niveau de S1 par exemple pour faire cette configuration. Alors, S1, c'est un commutateur qui contient 24 ports. Donc on a ici, si on va en mode, graphique, on a de l'interface 0/1 jusqu'à la 0/24 et on a aussi les deux interfaces gigabit Ethernet 0/1 et 0/2 qui sont là. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que toutes les interfaces qui sont différentes de la 1, la 2 et la 3 appartiennent au VLAN 99. On utilise bien évidemment la commande range. Interface range fast ethernet 0/, donc on va aller de la 4, puisque la 1, la 2 et la 3 elles sont utilisées, de la 4 jusqu'à la 24, et on va aussi inclure les interfaces gigabit Ethernet 0/, donc de 1 jusqu'à 2. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte qu'elles appartiennent au VLAN 99, switch port mode access et switch port access VLAN 99. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va les désactiver. Donc ce sera via la commande ce sera via la commande shutdown. Voilà, elles ont toutes été éteintes. Maintenant, si par exemple, regardez, s'il y a un attaquant qui est par exemple celui-ci et qui va essayer de se brancher au commutateur S1, regardez ce qui se passe.
déjà il se trouve au niveau du VLAN 99, ne pourra pas communiquer, et aussi son interface elle est désactivée, c'est-à-dire qu'il ne pourra rien faire au niveau de ce branchement-là. Il ne pourra pas nuire au réseau ou bien avoir accès à des informations qui sont confidentielles au niveau du réseau. Voilà, ça c'était juste pour montrer. Donc si on veut, ce VLAN 99 il n'est pas indispensable, mais d'un point de vue sécurité c'est un VLAN qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que en utilisant ce VLAN on met deux barrières de sécurité. Premier lieu, on fait en sorte que l'interface elle est désactivée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'utiliser pour communiquer. Et si par malchance il arrive à l'activer, il va se trouver au niveau du VLAN 99 qui est un VLAN qui est, si on veut, isolé des autres VLAN qui sont 2 et 3. Même au niveau de R2, là quand on va configurer le routage inter-VLAN, on ne créera pas une sous-interface pour le réseau, le VLAN 99. Ça veut dire que ce sera un VLAN qui ne pourra pas communiquer avec les autres VLAN au niveau du réseau. On fait la même chose au niveau des autres commutateurs. Donc enable, configure terminal. Et là au niveau de S2 on utilise l'interface 0/1, la 2, la 3 et la 4. Donc on va désactiver et faire en sorte que toutes les autres interfaces appartiennent au VLAN 99. Donc ça sera l'interface 0/, donc ça va aller de 5 jusqu'à 24, plus les deux interfaces gigabit Ethernet 1 et 2. Voilà. Donc switch port mode access, switch port access VLAN 99 et shutdown. Voilà. On fait la même chose au niveau de S3. Interface, range, fast Ethernet. Donc au niveau de R3, les interfaces qui ne sont pas utilisées, donc la 1, la 2, la 3 et la 4 et la 5, elles sont utilisées. Donc on va aller de la 6 jusqu'à l'interface fast Ethernet 0/24 plus les deux interfaces gigabit Ethernet. L'interface 0/1 et 0/2. Switch port mode access, switch port access VLAN 99 et shutdown. On fait la même chose au niveau du commutateur S4. Donc S4, il utilise l'interface 0/2, 3, 4 et 5. Ça veut dire que les interfaces qui ne sont pas utilisées, ce sera l'interface 0/1 et puis de l'interface 0/6 jusqu'à l'interface 0/24 plus les deux interfaces gigabit Ethernet. Donc enable, configure terminal, interface range. Maintenant comment on fait? Puisqu'on a un nombre qui n'est pas continu, donc on va mettre l'interface fast Ethernet 0/1, on met une virgule, fast Ethernet 0/, donc la 2, la 3, la 4 et la 5 elles sont utilisées, donc ça va démarrer de 6 jusqu'à 24. Voilà, plus les deux interfaces gigabit Ethernet 1 jusqu'à 2. Voilà. Switch port mode access, switch port access VLAN 99 et shutdown, exit. Voilà. Même chose au niveau du commutateur S5. Alors au niveau de S5, on a l'interface 0/1, 0/2 et 0/3 qui sont utilisées. Donc les interfaces qui ne sont pas utilisées, elles vont de l'interface 0/4 jusqu'à 0/24, puis les deux interfaces gigabit Ethernet. Donc interface range fast Ethernet 0/, donc ça démarre de 4 jusqu'à 24. Et puis les deux interfaces gigabit Ethernet 1 jusqu'à 2. Switch port mode access, switch port access VLAN 99 et shutdown pour éteindre toutes les interfaces qui ne sont pas utilisées. On fait aussi la même chose au niveau du commutateur S6. Donc au niveau de S6, on utilise les interfaces 0/1, 0/3, 0/5, 0/6, pardon, plus les interfaces 0/2 et 0/4 qu'on va utiliser au niveau de la question 9. Donc on ne devra pas
faire en sorte qu'elles appartiennent au VLAN 99 et on ne devra pas bien évidemment les désactiver. Si on avait fait ça, on aurait juste à changer le VLAN auquel les deux interfaces appartiennent et aussi utiliser la commande no shutdown pour les réallumer. Et puisqu'on sait déjà qu'on va utiliser l'interface 0/2 et 0/4, donc on ne va pas les inclure au niveau du VLAN 99. Donc au niveau de S6, ça va démarrer de 7 jusqu'à 24. Donc interface, range, fast Ethernet, 0/, donc de 7 jusqu'à 24, plus les deux interfaces gigabit Ethernet. Switch port mode access, switch port access VLAN 99 et shutdown. Voilà. On a terminé la configuration des interfaces. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer cette notion de VLAN natif. Le VLAN natif, c'est un VLAN qui est présent au niveau des interfaces qui relient les différents commutateurs. Donc c'est aussi un VLAN auquel les différents ports agrégés appartiennent. VLAN natif, c'est quoi? C'est un VLAN qui fait en sorte de transporter toutes les trames qui ne sont pas étiquetées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au niveau de leur trame, si on veut, un certain VLAN en question, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à un certain VLAN. Par exemple, ça peut être tout ce qui est message CDP, VTP, STP, etc., qui sont des trames système, si on veut, qui circulent au niveau du réseau. Donc, par défaut, si on configure rien, le VLAN natif, c'est le VLAN numéro 1. Puisque, pour des raisons de sécurité, il faut toujours éviter d'utiliser tout ce qui est par défaut, on va faire en sorte d'utiliser le VLAN 10 comme étant un VLAN natif. Ce VLAN natif, on va le configurer au niveau des interfaces qui séparent les différents commutateurs. Au niveau de S1, on va configurer ce VLAN natif au niveau de l'interface 0/1. Donc, puisque l'interface 0/1 a été configurée comme étant une interface en mode agrégé, donc là, on va faire en sorte que le VLAN 10 au niveau de cette interface soit le VLAN natif au niveau de cette interface soit le VLAN 10. Donc, ça sera via la commande switch port trunk native VLAN, et là, on va mettre le VLAN en question. Donc, l'idée aussi, c'est quoi? C'est que ça doit être configuré de part et d'autre. Regardez ici, il vous met un message du type blocking. Donc, ça veut dire qu'ici, il ne peut pas y avoir ce transfert de messages au niveau entre S1 et S2. Pourquoi? Parce qu'au niveau de S2, au niveau de cette interface-là, le VLAN natif est toujours l'interface 0/1. On ne le configure pas au niveau de l'interface 0/2. Pourquoi? Parce que l'interface 0/2 est une interface qui est configurée en mode accès. Donc on passe directement au commutateur S2 où on configure la même interface. Regardez, il vous dit mismatch, c'est-à-dire que au niveau de S1 le VLAN natif c'est 10 et au niveau de S2 le VLAN natif c'est 1. Donc il faut changer cela via la commande qu'on vient de voir. Donc on rentre en mode de configuration de l'interface Fast Ethernet 0/1 et switch port trunk native VLAN 10. Voilà. Au niveau de S2, on devra aussi le configurer au niveau de l'interface 0/4. Pourquoi? Parce que au niveau de l'interface 0/4, on est relié au commutateur S3. Donc, interface Fast Ethernet 0/4. Switch port trunk native VLAN 10. Pas la peine de le configurer ici, parce que c'est des ports d'accès. On va le configurer au niveau de S3. Regardez, là aussi, il vous dit c'est bloqué, parce qu'on n'a pas configuré au niveau de l'interface 0/4 de S3. Donc la configuration du VLAN natif doit se faire au niveau des deux côtés, contrairement à la configuration d'un port agrégé où il suffit juste de le configurer par exemple ici, et pas la peine de le configurer ici. Donc on configure l'interface 0/4, switch port, trunk native, VLAN 10. Voilà. Là, il vous dit un blocking au niveau de l'interface 0/4. Pourquoi? Parce que maintenant, au niveau de l'interface 0/4, c'est le VLAN 10 qui est considéré comme étant le VLAN natif et non pas le 1 par défaut. Alors, au niveau de S3, pardon, on était là au niveau de S2, donc on a fini. Maintenant, on passe
au commutateur S3. Voilà, au niveau de S3, on a configuré uniquement la 0/4. Il faut aussi configurer la 0/1 et la 0/5. On peut utiliser la commande range, interface range, fast Ethernet. Donc, comme j'ai dit, on va configurer l'interface 1 et 5, /1, et puis la 5. Switch port, trunk, native, VLAN, 10. Pour que ça marche, il faudrait les configurer au niveau de toutes les interfaces, au niveau de tous les commutateurs. On passe maintenant à S4. Au niveau de S4, il faut configurer l'interface 0/5 et 0/2. On peut utiliser aussi la commande range, interface range, fast Ethernet. Donc c'est la 0/2 et 0/5. Switch port, trunk, native, VLAN, 10. Voilà, il vous dit port restored parce que c'était configuré comme étant VLAN 1. Du moment que j'ai mis le même VLAN au niveau de la 0/5, et ici j'avais VLAN 10, donc là maintenant il y a le port a été rétabli. Et au niveau de S5, il suffit juste de configurer l'interface 0/1. Regardez là, il vous dit aussi native VLAN mismatch. Pour l'instant, c'est VLAN 1 et au niveau de l'autre extrémité, c'est considéré comme étant le VLAN 10. Donc on configure la 0/1, switch port trunk native, VLAN 10. Voilà, c'est bon. Là on dit aussi que ça a été restauré. On a terminé avec la question numéro 4 où on a configuré tous les ports des commutateurs. Maintenant on va configurer le routage inter-VLAN. Configurer le routage inter-VLAN pour faire en sorte que les PC des différents VLAN puissent communiquer. Donc on accède à l'interface 1/0. Interface fast Ethernet 1/0. Donc pour configurer le routage inter-VLAN, il suffit d'activer cette interface. Donc ça a déjà été fait quand on a configuré les interfaces des différents routeurs. Maintenant il faut configurer les sous-interfaces. Donc la sous-interface, ça sera la 0.1 par exemple. Là on a une sous-interface. On a aussi le mode de configuration de sous-interface, config sub-if. Et là on va faire en sorte que cette sous-interface appartienne à un VLAN donné et on lui attribue aussi une adresse. Donc c'est via la commande encapsulation.enqueue. Et là on a l'idée du VLAN en question. Donc pour la première sous-interface, elle va appartenir au VLAN par exemple numéro 3. Et on va mettre la commande IP adresse qu'on connaît. Donc le VLAN 3 couvre le réseau 2.0. Donc ça sera 192.168.2.10 cette fois-ci, qui est la passerelle qui a été configurée au niveau des différents PC, plus le masque /24.0. Donc on peut mettre nos shutdowns ou ne pas la mettre, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'interface physique en question a été allumée. Maintenant on va passer à la deuxième sous-interface, la 0.2 par exemple. Encapsulation.enqueue, maintenant c'est le VLAN numéro 2. Et le VLAN numéro 2 couvre le réseau 3.0. Donc IP adresse 192.168.3.10 et le masque /24. C'est optionnel aussi le no shutdown. À ce stade-là, on a configuré le routage inter-VLAN. Maintenant qu'on a tout configuré, on va tester la connectivité. Donc on ne peut pas tester la connectivité au niveau du réseau, du grand réseau, parce que le routage n'a pas encore été configuré. Néanmoins, on peut voir si les deux différents VLAN peuvent communiquer. On va par exemple faire un ping entre PC1 et PC2. Donc les premiers paquets
ne sont pas reçus. Mais le deuxième, regardez, on a un successful, veut dire que PC1 qui appartient au VLAN 2 peut communiquer avec PC2 qui appartient au VLAN numéro 3. Et pour ce faire, il va passer par l'interface Fast Ethernet 1/0 de R2 pour pouvoir communiquer avec un PC qui est présent au niveau d'un autre VLAN. Maintenant, on va configurer le routage au niveau des différents routeurs de la topologie pour permettre une connectivité globale au niveau du réseau. C'est-à-dire que les PC qui sont ici pourront communiquer avec, par exemple, les PC qui sont là. Alors, il est demandé de configurer un routage OSPF. Donc, on va commencer par le routeur R1. Donc, enable, configure terminal. Pour configurer le routage OSPF, il faut accéder en mode de configuration du routage. Donc, c'est routeur, OSPF et un ID. On va opter pour un ID égal à 1. On peut aussi donner un ID au routeur en question. Donc, on va donner, par exemple, 1.1.1.1 parce que c'est le routeur R1. Juste pour se retrouver. Et maintenant, on va annoncer tous les réseaux que connaît le routeur R1. Donc pour cela, il faut juste aller voir quels sont les réseaux qui sont connectés à R1. Donc R1 est connecté au réseau R1, R5 et au réseau R1, R2. Et donc il est connecté au réseau 12 et au réseau 15. Donc on va saisir ces réseaux. Ça sera via la commande network 192.168.12.0 avec un masque inversé. Donc quand on annonce les réseaux au niveau du routage OSPF, on annonce les réseaux via leur masque inversé 0.0.0.3. Pourquoi .3? Parce que l'inverse de 3 fois 255.252 c'est 3 fois 0.3. Donc où il y a des 1 on met un 0, où il y a des 1 où il y a des 0 on met un 1. Et là on met la zone area, on va opter pour une même zone pour tous les routeurs. Même chose pour le réseau numéro 15. Donc ça sera network 1.15 avec le même masque et la même zone. Voilà pour la configuration de OSPF au niveau de R1. On passe maintenant à R2. Alors même chose. On passe en mode de configuration de routage. Donc c'est via la commande router OSPF 1. On donne un ID au routeur, même chose, donc ça sera 2.2.2.2 pour se retrouver parce que c'est un routeur qui a pour nom R2 et on annonce les réseaux qu'on connaît via la commande network. Alors pour R2, il est relié au réseau, il est connecté directement au réseau R1, R2, R2, R4, R2, R3 et aussi puisque R2 sert comme étant fait le routage interVLAN, veut dire que il connaît les réseaux des VLAN 2 et 3. Veut dire que il est directement connecté au réseau 2.0 et 3.0. Donc on va aller doucement. Alors, ce sera network. On va commencer par le réseau R1, R2. 192.168.12.0 avec masque /30 inversé. 3. Même zone. Le réseau 12, puis le réseau R2, R4 qui est le réseau 24. Point. Attendez. Voilà. Ah, on a mis un point. Voilà. Donc le réseau 24, le réseau R2, R3 qui est le réseau 23, et les deux réseaux des deux VLAN. Donc ça sera le réseau 2.0/24, donc là on va changer, et le réseau 3.0/24. Voilà pour R2. Maintenant on passe à R3. Enable, configure terminal. Routeur OSPF 1, l'ID et les réseaux. Alors pour les réseaux,
R3 est relié au réseau R2-R3, qui est le réseau 23.0/30, et R3, elle est reliée au VLAN numéro 2 normalement, si je me souviens bien. Voilà, donc l'interface 0/0 a pour adresse 3.100, et 3.100 appartient au réseau 3.0/24, donc elle contient elle appartient au VLAN 2. Donc les réseaux, ça va être le réseau 23, donc network 192.168.23.0 avec le masque, .3 et la zone, et le réseau du VLAN numéro 2. Attendez, juste pour confirmer. Oui, le VLAN 2 qui est le réseau 3.0/24. On change juste le masque. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire au niveau de R3. Maintenant R4. OSPF 1, routeur ID 4.4.4.4 et les réseaux en question. Alors, R4 est relié au réseau R4, R5 et au réseau R2, R4. Donc ça sera les réseaux 45 et 24. Donc network 192.168.45.0/30. Et le réseau normalement 24. Point 24. Voilà. Il nous reste un dernier routeur qui est le routeur R5. L'ID 5.5.5.5 ainsi que les réseaux. Alors, R5 est relié au réseau qui est ici, donc c'est le réseau qui appartient au VLAN 100, donc c'est le 10.0/24, au réseau R4, R5 et au réseau R1, R5. Donc les réseaux 15.0/30, 45.0/30 et 10.0/24. Donc 192.168.15.0.3. Le réseau aussi 45 et le réseau 10. Ça, ce sont des messages OSPF. Et voilà. Maintenant, on a configuré le routage. Donc à ce stade-là, on a configuré le routage OSPF. Il ne reste plus maintenant qu'à tester la connectivité entre les différents équipements qui sont distants. On va faire en sorte que PC11 ou bien PC10 qui appartiennent au VLAN 100 puissent communiquer avec les PC qui sont ici, donc qui sont reliés, qui sont présents au niveau des VLAN 2 et 3. On va opter pour par exemple PC10. Les premiers paquets, ah là ça marche, regardez. Donc le PC10 qui appartient au VLAN 100 peut communiquer avec le PC9 qui appartient au VLAN 2. Maintenant PC10 et PC8 aussi. Donc PC10 qui appartient au VLAN 100 peut communiquer avec PC8 qui appartient au VLAN numéro 3. Donc en communication entre VLAN 2 et VLAN 3, on l'a déjà testé parce qu'on a déjà configuré le routage inter-VLAN. Donc veut dire que le routage est bien configuré et que les PC qui sont distants, comme PC11 par exemple, avec PC8 qui sont séparés par plus d'un routeur, peuvent communiquer. Donc le routage a été bien configuré. Donc ça, c'était l'objet de la question numéro 7, où il était demandé de tester la connectivité. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de configurer le protocole SSH au niveau du routeur R1. SSH, c'est un protocole de niveau 7 selon le modèle OSI qui permet d'avoir une communication sécurisée à distance. Donc, il est différent de Telnet d'un point de vue sécuritaire. Donc, il fait la même chose que Telnet, sauf que
il permet plus de sécurité. La sécurité réside au niveau du chiffrement du flux que s'échange l'équipement distant avec l'équipement d'interconnexion qui est le routeur. Donc pour configurer SSH, si on veut, il y a plus d'étapes que Telnet. Donc pour configurer SSH, déjà il faut configurer un nom au routeur, il faut configurer un nom de domaine, il faut aussi configurer des clés. Alors on va commencer déjà par le nom du routeur, c'est via la commande hostname. Il faut d'abord accéder en mode de configuration du terminal. Hostname, on va donner par exemple le R1, voilà, et configurer aussi un nom de domaine. Donc IP, domain, name, on va donner par exemple le nom de domaine SSI 2021.dz, parce que SSI.dz a déjà été utilisé comme étant un nom de domaine au niveau du protocole VTP. Donc configurer le hostname et le nom de domaine vont servir à la création de la clé. Donc quand on va faire en sorte de créer une clé de chiffrement, elle va utiliser une partie du nom de l'équipement plus le nom du domaine pour pouvoir créer la clé. Si on saisit la commande qui permet de créer la clé sans avoir saisi au préalable ces deux commandes-là, donc ça ne va pas marcher. Il faut aussi, au niveau de SSH, on accède via un nom d'utilisateur. Donc on va créer un username. Donc on va utiliser par exemple le username Farida avec un mot de passe. Donc on utilise ici soit la commande password, soit on utilise la commande secret. On préfère utiliser secret parce que on a ce mécanisme de ne pas stocker en clair le mot de passe au niveau du fichier de configuration. Et puisqu'on cherche toujours plus de sécurité, donc on opte pour la commande qui est plus sécurisée, qui est la commande secret. On va donner un mot de passe Farida en minuscule, juste pour l'exemple. On va maintenant générer les clés de chiffrement. Donc c'est via la commande cryptokey generate. On va choisir l'algorithme de chiffrement qui est RSA, qui est un chiffrement asymétrique. Voilà, et là on nous demande la taille de la clé de chiffrement. On va opter pour une clé à 2048 bits. Donc plus la clé elle est grande, plus le cryptosystème est sûr. On va maintenant donner un mot de passe au mode utilisateur privilégié. Donc c'est via la commande enable password. Donc là on a soit password, soit secret aussi. Donc pour ne pas stocker le mot de passe du mode utilisateur privilégié en clair. On va aussi donner le mot de passe Farida pour faire simple. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer les lignes VTY. Même chose qu'on avait l'habitude de faire au niveau du protocole Telnet. On va configurer toutes les lignes, les 16 lignes présentes, donc de 0 jusqu'à 15. Et là on va faire en sorte d'activer SSH. Donc c'est via la commande transport input SSH, puis la commande login local. Donc veut dire qu'on peut se connecter via les noms d'utilisateurs qu'on a créés au niveau de ce routeur. Voilà, donc ça c'est la configuration basique de SSH. Maintenant on va faire en sorte de tester cette configuration. On va essayer d'accéder au routeur R1 à distance en utilisant le protocole SSH depuis un équipement terminal. On va opter par exemple pour un des PC. Donc par exemple ça sera PC6. Alors on va accéder à la ligne de commande au niveau de PC6 et on va taper la commande SSH-6L, le nom d'utilisateur qu'on a créé et l'adresse IP de R1. Donc pour R1 on va utiliser n'importe quelle adresse IP de n'importe quelle interface active. Donc on peut opter pour la 15.1 ou bien la 12.1. On va opter par exemple pour la 15.1. 15.1. Voilà. On nous demande le mot de passe SSH, le mot de passe de l'utilisateur. On va taper la commande enable et là on nous demande le mot de passe qui a été créé au niveau du mode utilisateur privilégié qui est le même. Voilà. Et là on a accès à R1 à distance à partir de PC6 en utilisant le protocole SSH.
Si on met exit, et si on veut se reconnecter via l'interface 12, ça va aussi marcher. Regardez. On a pu accéder à R1 soit via l'interface 15.1 ou bien 12.1. Donc on a répondu à la question 8. Maintenant, on passe à la question numéro 9 qui concerne la sécurité des ports. Donc, on nous demande de configurer l'interface 0/2 du commutateur S6 de sorte qu'elle accepte uniquement les adresses IP des laptops 1 et 2. On a ici les deux laptops. On va faire en sorte que la 0/2 accepte uniquement les deux laptops en question. Ça veut dire qu'on va configurer le port security. On va accéder à l'interface en question. Interface Fast Ethernet 0/2 et on va configurer le port security. Donc switch port, déjà, port security. Donc cette commande elle permet d'activer le port security. Donc par défaut il n'est pas activé au niveau de toutes les interfaces de tous les commutateurs. Maintenant puisqu'on a uniquement deux équipements que Fast Ethernet 0/2 peut accepter, veut dire qu'on aura un maximum de 2. On va taper la commande switch port security. Maximum, mot-clé. Et là on met 2. Donc par défaut le maximum il est 1. Puisqu'on dit qu'elle peut accepter uniquement 2, veut dire qu'on va changer ce maximum par défaut, on va mettre 2. Maintenant, elle nous dit qu'elle accepte uniquement les adresses IP des laptops 1 et 2. Veut dire qu'on va saisir au niveau du port sécurité les adresses MAC des laptops 1 et 2. On va d'abord chercher les adresses MAC des laptops, donc ça sera au niveau de l'onglet config de l'interface réseau du laptop, et là on a l'adresse MAC de laptop 1. On fait un copier pour la coller ensuite au niveau de la ligne de commande, donc ça sera switch port, port security, MAC address, et là on saisit l'adresse MAC. On saisit aussi ensuite l'adresse MAC du deuxième laptop. On copie l'adresse et on la colle ici. Donc ce sera la même commande sauf que là on met la deuxième adresse MAC. Voilà. Et ce qu'il faut aussi configurer c'est la violation. C'est-à-dire que quand il y a violation, si par exemple au niveau de cette interface on connecte un troisième équipement ou bien on connecte un équipement qui a une adresse MAC qui est différente, là on a, si on veut, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de violation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple on va mettre violation, donc switch port, port security, violation, shutdown. Veut dire que s'il y a violation, on va carrément désactiver l'interface. Il y a aussi violation protect qui n'éteint pas l'interface, c'est-à-dire qu'elle reste toujours verte au niveau de la topologie, sauf que ce sera une interface qui ne va pas véhiculer des données. Mais violation shutdown, ça va faire en sorte que l'interface soit désactivée. Donc pour pouvoir la réutiliser, il faut carrément entrer en mode de configuration de l'interface et la réallumer via la commande no shutdown. Ça c'était l'objet de la question numéro 9A. On passe maintenant à la question 9B où on nous demande de configurer l'interface 0/4 de sorte qu'elle accepte les deux imprimantes qui sont imprimante 1 et imprimante 2 qui sont là de manière dynamique. De manière dynamique veut dire qu'on n'est pas censé saisir les adresses MAC de ces équipements. On va faire la configuration ensemble. On va accéder à l'interface 0/4. Switch port, port security pour activer le port sécurité déjà. Maximum 2 parce qu'on a deux imprimantes. Et switch port, port security, MAC adresse. Et là on va insérer le mot-clé sticky. Le mot-clé sticky veut dire que le port 0/4 il va accepter deux équipements au maximum. Et ces deux équipements là, bien sûr ça va être les imprimantes, sauf que cette fois-ci c'est de manière dynamique, c'est-à-dire que dès qu'on connecte un équipement au port en question où on a configuré MAC adresse sticky, veut dire que il va enregistrer ce port. Si on connecte le deuxième équipement, il va enregistrer le deuxième équipement. Au bout du troisième, il va désactiver l'interface.
Et donc ça, on va le configurer au niveau via la commande switch port security violation shutdown. Donc dès qu'on va insérer un troisième équipement, veut dire qu'on a dépassé le maximum qu'on a configuré au niveau du port 0/4 et donc on va éteindre l'interface. Pourquoi? Parce qu'il y a eu violation. Donc on a répondu à la question 9. Maintenant on va passer à la configuration de la sécurité au niveau du routage OSPF. Donc ce qui nous demande de configurer au niveau de la question numéro 10, c'est le blocage de la propagation des messages OSPF inutiles. Donc il faut savoir que quand on configure un protocole de routage, il y a des messages qui s'échangent entre les différents routeurs. Ces messages-là, c'est l'envoi et la réception de différents fragments de la table de routage qu'on connaît. Et c'est via cet apprentissage que les tables de routage des différents routeurs se remplissent et se mettent aussi à jour. S'il y a un réseau qui est détaché, s'il y a un réseau qui est modifié, etc. Donc il y aura toujours cette façon d'informer les routeurs voisins quant aux tables de routage qui sont configurées au niveau des routeurs en question. Et donc chacun va essayer d'informer l'autre concernant ce qu'il connaît du réseau. Alors, donc ça c'est ce qu'on appelle les mises à jour OSPF. Ce sont des messages que les routeurs envoient et reçoivent au niveau de toutes leurs interfaces. Donc dès qu'un routeur reçoit une mise à jour OSPF, ce qu'il fait, il la propage à toutes ses interfaces actives. Les mises à jour OSPF inutiles sont des mises à jour qui sont envoyées au niveau d'interfaces passives, c'est-à-dire les interfaces où il y a uniquement des équipements terminaux. Pour R1, on va prendre pour R2 par exemple, la serial 2/0 et 3/0, on envoie et on reçoit des messages OSPF. Au niveau de Fast Ethernet 0/0 aussi, parce qu'on a un routeur derrière qui est le routeur R4. Par contre, la 1/0, on ne reçoit aucune mise à jour OSPF. Pourquoi? Parce qu'ici on a uniquement des équipements terminaux et on n'a pas un routeur qui est aussi configuré en mode de routage où on a activé OSPF, et donc il ne va jamais recevoir des mises à jour depuis cette interface. C'est pour ça que par mesure de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que cette interface là ne reçoive pas, on n'envoie pas au niveau de cette interface des mises à jour OSPF. Pourquoi? Parce que si par exemple un attaquant se branche au niveau de ce réseau, il va recevoir les mises à jour OSPF. C'est vrai qu'il va les rejeter, mais néanmoins elles vont être propagées au niveau du réseau, et donc il pourra avoir certaines informations concernant les tables de routage des différents routeurs. C'est pour ça qu'on dit que d'un point de vue sécuritaire, c'est le routage statique qui est à privilégier, sauf que quand on a une très grande topologie, c'est pas évident de configurer le routage statique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas évident de le gérer et de l'administrer, surtout si on a un réseau qui change au fil du temps, ou bien on a un réseau extrêmement grand. C'est pour ça qu'on opte pour des protocoles de routage, un routage dynamique, sauf que les protocoles de routage, leur caractéristique, c'est qu'ils échangent des messages de routage. C'est pour ça qu'il y a ce remplissage automatique des tables de routage. Sauf que l'envoi et la réception de ces messages de routage, elles peuvent être consultées par si on veut, un attaquant. Et donc pour faire en sorte qu'il y ait uniquement les routeurs qui puissent avoir, si on veut, ces messages entre eux, on va faire en sorte de configurer cette interface-là comme étant une interface qu'on appelle passive. Une interface passive, ce sera une interface où l'on n'envoie pas les messages OSPF de mise à jour. Donc on va faire cette configuration au niveau de tous les routeurs, donc de R1 jusqu'à R5. Mais avant ça, on va essayer de basculer en mode simulation pour voir que les messages OSPF, ils sont présents au niveau de toute la topologie, y compris, ils arrivent jusqu'aux terminaux. Donc par exemple, on va accélérer ici. Bon, on ne s'intéresse pas aux messages SCP, on va essayer de voir des messages OSPF. Regardez ce message-là OSPF, qui a été envoyé de R2 à R4. Regardez aussi ce message OSPF. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas apparaître. Mais sinon, si on continue ainsi, on va voir des messages OSPF
qui seront envoyés entre les différents routeurs et qui vont même arriver aux différents PC. Donc on va débuter la configuration. Donc on commence par le routeur R1. Enable. Donc on saisit le mot de passe bien sûr. Configure terminal. Donc maintenant pour pouvoir configurer et faire en sorte que il y ait certaines interfaces qui doivent être considérées comme étant des interfaces passives, il faut accéder en mode de configuration du routage. Donc routeur OSPF 1. Donc on est au niveau du routeur R1. Donc R1, il possède deux interfaces actives, 0/0 et serial 2/0. Donc ces deux interfaces-là ne sont pas des interfaces qui doivent être considérées comme étant des interfaces passives. Pourquoi? Parce qu'elles sont reliées directement à deux routeurs. Sauf que R1 ne possède pas uniquement l'interface 0/0 et serial 2/0. Si on va au niveau physical, vous remarquez qu'il a plusieurs interfaces. Ou en mode config aussi on peut le voir. Il a l'interface Fast Ethernet 0/0, 1/0, 4, 5/0. Il a aussi deux interfaces série. Donc ce qu'il faut configurer, il faut faire en sorte que ça soit uniquement l'interface 0/0 et serial 2/0 qui ne doivent pas être configurées comme étant des interfaces passives. Donc on va saisir la commande Passive Interface Default. Passive Interface Default va faire en sorte que toutes les interfaces du routeur R1 soient considérées comme étant des interfaces passives. Et puis ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire en sorte que l'interface 0/0 et serial 2/0 ne soient pas considérées comme étant des interfaces passives. Ça sera via la commande No Passive Interface Fast Ethernet 0/0. Et même chose pour l'interface série 2/0. Pourquoi on fait ça? Parce que si on ne le fait pas, donc serial 3/0, Fast Ethernet 1/0, etc., donc tout le reste, seront considérés comme étant des interfaces qui ne seront pas passives. Ça veut dire que si l'attaquant se branche au niveau de R1 en utilisant une autre interface, cette interface-là ne sera pas considérée comme étant une interface passive, et donc il pourra recevoir par exemple des mises à jour OSPF. Donc on pouvait faire, donc ce que je viens de faire, c'est plus sécurisé que par exemple si on est par exemple au niveau de R2, qu'est-ce que je peux faire? Donc enable, configure terminal, routeur OSPF 1. Donc il y a aussi une autre façon de faire, par exemple au niveau de R2, ce que je fais quoi? Je configure ça, No Passive Interface, et ça sera la Fast Ethernet 1/0. Veut dire qu'il y aura uniquement celle-là qui sera considérée comme étant une interface qui est passive. Le reste ne seront pas considérés comme étant des interfaces passives. Par défaut, toutes les interfaces au niveau du routeur ne sont pas considérées comme étant des interfaces passives, sauf que là, on n'exclut pas les interfaces qui ne sont pas utilisées. Par exemple, au niveau de R2, pardon, l'interface 4 et 5 qui ne sont pas utilisées, elles seront considérées comme étant des interfaces qui ne sont pas passives. Et donc si l'attaquant se branche au niveau de ces deux interfaces, il pourra recevoir les mises à jour OSPF. Donc la morale, c'est qu'il faut toujours passer par cette configuration. Donc faire la commande Passive Interface Default, faire en sorte que toutes les interfaces soient des interfaces passives, et puis faire un No Passive Interface des interfaces restantes. Donc les deux serials et l'interface 0/Fast Ethernet 0/0. Donc No Passive Interface, la serial 2 et la 3, et la Fast Ethernet. Voilà. Donc c'est ça la configuration à faire pour avoir plus de sécurité. On passe maintenant à R3, même chose. Routeur OSPF ID, Passive Interface Default, et No Passive Interface. On va exclure au niveau de R3 la serial 3/0. La Fast Ethernet 0/0 est considérée comme étant une interface passive parce qu'il n'y a pas un routeur derrière. Voilà. On passe au R4. Donc routeur OSPF 1, Passive Interface Default. Donc toutes elles sont considérées comme étant des interfaces passives. Regardez là, on a des messages OSPF qui nous disent que
c'est comme si il y a un lien qui est détaché. Pourquoi? Parce que toutes elles ont été considérées comme étant des interfaces passives et donc on ne peut plus recevoir des messages OSPF de la part du routeur 2 et du routeur 5. Donc ceux-là, 2 et 5. Donc là on a l'idée. Regardez l'idée, il aide à, si on veut lire les messages console au niveau de la ligne de commande du routeur. Maintenant on va exclure les interfaces en question. No passive interface, l'interface série. Et l'interface Fast Ethernet 0/0. Voilà, là maintenant on dit que le lien il a été rétabli. Voilà, que ce soit de la part du routeur 2 ou bien du routeur 5. On configure le dernier routeur. OSPF 1. Passive Interface Default. Regardez maintenant, il n'arrive pas à avoir des messages de la part du routeur R1 et du routeur R4. Donc on va exclure ces deux interfaces, des interfaces passives qui sont celles-là. Celle-là, elle doit être considérée comme étant une interface passive parce qu'il n'y a pas un routeur derrière. Donc ça sera No Passive Interface Serial 2/0 et No Passive Interface, pardon. Voilà. Et No Passive Interface Fast Ethernet 0/0. Voilà. Maintenant, on a configuré ce blocage de propagation de messages OSPF inutile. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que toutes les interfaces d'un routeur en question soient configurées comme étant des interfaces passives, puis utiliser la commande No Passive Interface pour les interfaces qui ne doivent pas être considérées comme étant des interfaces passives. Veut dire que toutes sont passives sauf ces deux-là. Toutes sont passives sauf ces deux-là, etc. Dernière question qui consiste à configurer l'authentification des liens OSPF. On va configurer l'authentification de type 2, c'est-à-dire l'utilisation de la fonction de hachage MD5. Donc l'authentification, c'est-à-dire que il y a deux sortes de configuration d'authentification OSPF. Il y a l'authentification de lien et l'authentification de zone. Donc on nous demande de configurer l'authentification de lien, veut dire qu'on va configurer au niveau de chaque lien, c'est-à-dire que chaque lien qui sépare deux routeurs en question, qui ont été configurés en utilisant le protocole SPR, on va configurer une authentification. Veut dire que R1 et R4, ils pourront plus communiquer comme ça par défaut, mais ils vont d'abord s'authentifier pour pouvoir communiquer. S'authentifier veut dire qu'il y aura un mot de passe qui sera commun au niveau d'un lien. Veut dire qu'au niveau, par exemple, de ce lien-là, la serial 2/0 de R5 et la serial 2/0 de R4 doivent partager le même mot de passe. Ici, le mot de passe peut être différent. Ici aussi et ici aussi. Par contre, l'authentification de zone veut dire que tous les routeurs qui sont présents au niveau de la même zone doivent partager le même mot de passe. Donc on va commencer par cette configuration au niveau par exemple de R1. Donc R1 est relié au routeur R2 et R5. On va faire en sorte de configurer le lien R1-R2. Donc on va accéder à l'interface série, exit, donc interface serial 2/0. Et là on va configurer cette authentification. Pour pouvoir configurer cette authentification, c'est via la commande IP OSPF Authentication. Là il faut taper tout le mot parce que si on tape sur tabulation ça marche pas. Message digest pour dire qu'on utilise MD5. Et là on va spécifier le mot de passe en question via la commande IP OSPF message digest key 1 MD5. Là on tape le mot de passe. Par exemple on va opter pour le mot de passe R1 R2. Voilà. Exit. Là on a configuré uniquement l'authentification au niveau d'un lien. Regardez déjà les messages qu'on a. Dès qu'on a activé un mot de passe au niveau de l'interface série de R1 2/0, regardez, il n'y a plus communication avec le routeur R2. Pourquoi? Parce qu'au niveau du lien S2/0 de R2, là, il n'y a pas un mot de passe qui est configuré. Donc si on n'a pas le même mot de passe, si on n'a pas la même
façon de s'authentifier, on ne pourra pas, si on veut, communiquer. Donc l'idée c'est quoi? C'est de toujours partager le même mot de passe et le même mode d'authentification. Par défaut, au niveau de cette interface, il n'y a pas d'authentification qui est configurée. Donc on bascule vers R2 pour configurer le second lien. Donc interface serial 2/0 et on tape bien sûr les mêmes commandes pour pouvoir configurer cette authentification. Donc c'est via la commande IP-OSPF Authentication Message Digest, IP-OSPF Message Digest Key 1 MD5 R1 R2. Non, je pense que c'était en minuscule. Attendez juste, je vérifie. Non, c'était en majuscule, donc R1 R2. Là, on a normalement le lien qui est rétabli. Pourquoi? Parce qu'il y a une authentification commune entre les différentes interfaces du même lien. Donc c'est ça le principe d'authentification. Regardez, là on a le message. On dit que maintenant on peut recevoir de la part de l'interface 2/0 du routeur 2. Chose qui n'était pas possible avant parce que on n'avait pas encore configuré un mot de passe au niveau de R2. La même chose au niveau des autres liens, au niveau de la topologie. On revient vers R1 pour configurer le lien R1, R5. On bascule au mode de configuration de cette interface. La face Ethernet 0/0. 0/0. IP OSPF Authentication Message Digest. IP OSPF Message Digest Key 1 MD5 R1 R5. Voilà. Là, on va aussi configurer au niveau de R5 l'authentification au niveau de l'interface 0/0. Interface Fast Ethernet 0/0. IP OSPF Authentication Message Digest. IP OSPF Message Digest Key 1 MD5 R1 R5. Voilà. Donc là on a configuré ces deux liens là. Il nous reste 3 liens. Donc il nous reste le lien R4 R5, R2 R4 et R2 R3. On va revenir vers R2 pour configurer le lien R2 R3. On va accéder en mode de configuration de l'interface série 3/0. IP OSPF Authentication Message Digest. IP OSPF Message Digest Key 1 MD5 R2 R3. Voilà. On bascule maintenant vers le routeur 3 pour configurer le lien en question. Regardez, on a un message qui nous dit qu'il n'y a pas de communication avec le routeur R2. Donc, exit. Interface serial 3/0. IP OSPF Authentication MD5 Message Digest, pardon. IP OSPF. Alors regardez, là on a le message qui n'a pas de communication. Pourquoi? On n'a pas encore saisi le mot de passe. IP OSPF Message Digest Key 1 et MD5. C'est normalement R2 R3. Voilà. Maintenant, on a maintenant le lien qui est rétabli. Pourquoi? Parce qu'on a non seulement le même mode d'authentification qui est MD5, mais aussi on a le même mot de passe qui est configuré au niveau du lien en question. Il nous reste ces deux liens-là. On configure R2 d'abord. On va configurer l'interface Fast Ethernet 0/0. IP OSPF Authentication Message Digest. IP OSPF Message Digest Key 1 MD5. Là on met le mot de passe R2 R4. On bascule maintenant vers R4 pour configurer son interface. Regardez, là on a un message où ils nous disent qu'il peut pas y avoir une communication.
interface face Ethernet 0/0, IP OSPF Authentication message digest, IP OSPF. Regardez, on ne peut plus communiquer avec le routeur 2. IP OSPF, message digest, key 1, MD5. Le mot de passe normalement c'est R2, R4. Il nous reste un dernier lien à configurer qui est le R4, R5. Donc c'est via la configuration des deux interfaces série. Regardez là maintenant le lien est rétabli parce qu'on a configuré le même mot de passe au niveau du lien R2, R4. Donc on a des messages qu'on peut recevoir de R4 à partir de R2. 2.2.2.2 de l'interface face Ethernet 0/0. Interface serial 2/0. IP OSPF Authentication message digest. IP OSPF message digest key 1 MD5. Normalement c'est le lien R4 R5. R4 R5. On configure l'interface au niveau de R5 maintenant. Interface serial, normalement c'est la 2. IP OSPF Authentication message digest. IP OSPF message digest key 1 MD5 R4 R5. Voilà donc pour la configuration de l'authentification de liens OSPF au niveau de toute la topologie. L'idée c'est quoi? C'est de répertorier tous les liens qui existent entre les différents routeurs, configurer les interfaces de ces routeurs et faire en sorte qu'ils utilisent le même mot de passe. Vous avez remarqué qu'on peut utiliser différents mots de passe au niveau des différents liens. Par contre, l'authentification de zone, il faudra faire en sorte que toutes les interfaces de tous les routeurs utilisent le même mot de passe, sachant que tous ces routeurs appartiennent à une zone donnée. Donc voilà pour la question numéro 11. Et voilà aussi pour la correction de tout l'exercice en détail. Donc on a configuré les PC, les interfaces des routeurs, on a créé les VLAN, on a configuré le protocole VTP, on a configuré toutes les interfaces des commutateurs, donc tout ce qui est port agrégé, port d'accès aux VLAN 2, 3 et 100, et les ports inutilisés qui appartiennent au VLAN 99. On a aussi configuré le routage inter-VLAN au niveau de R2 pour faire en sorte que le VLAN 2 et 3 puissent communiquer. On a aussi configuré le routage OSPF et testé la connectivité. Et vu que les PC du VLAN 100 peuvent communiquer avec les VLAN 2 et 3 qui sont distants physiquement, on a par la suite configuré SSH au niveau de R1 et on a testé aussi le protocole au niveau du PC numéro 6 par exemple. On a configuré par la suite le port security, que ce soit de manière dynamique ou statique. On a configuré le blocage de la propagation des mises à jour OSPF inutiles au niveau des 5 routeurs. Et aussi, on a configuré l'authentification de liens OSPF MD5 au niveau des 5 routeurs et des 5 liens présents au niveau de la topologie. Voilà.